Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 9 février 2026. C'est pas tellement l'année 2026 qui est importante, mais c'est le fait que c'est le 9 février. 9 février, ben, on s'approche de la Saint-Valentin, donc dans quelques jours. Et quand on dépasse la moitié du mois de février, finalement, les journées sont plus longues, le soleil est plus haut, finalement, le ciel est plus bleu quand il y a du soleil. Et donc, finalement, c'est un signe que finalement, on sort petit à petit de l'hiver. Ben, ça prend encore pas mal de temps, mais quand même, c'est plus positif. Ce n'est pas le mois de janvier qui est mortel, disons. On sait que janvier, du début à la fin, c'est vraiment l'hiver et c'est tout. Voilà. De quoi on va parler? D'abord, les marchés vont bien. Et ça continue à être très positif. Au moins le marché américain, mais lui, par ricochet, fait marcher tous les autres, au moins le nôtre ici au Canada. Ben, ça a l'air que tout va bien. À présent, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un sujet qui a été un peu étrange. Notez bien le titre. Le titre, c'est Élasticité de substitution intertemporelle. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, en concret, là, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la réaction des gens quand les taux d'intérêt montent? Est-ce qu'ils consomment plus ou ils consomment moins et ils retardent donc l'achat jusqu'à quand les taux d'intérêt deviendront plus agréables, enfin à la baisse? Ça, c'est le sujet. C'est un sujet vraiment important. Historiquement en économie, en macroéconomie, en microéconomie, dans toutes les économies finalement qu'on veut étudier, c'est un concept important. De combien ça affecte l'économie, c'est-à-dire la consommation, si les taux d'intérêt se mettent à monter. Donc, ça, c'est le concept comme tel. Et puis, l'idée clé. Alors, si vous allez à la page 2, l'idée clé, c'est que l'élasticité de substitution interpersonnelle, excusez, intertemporelle, ESI, on va l'appeler ESI, mesure la capacité des agents économiques à déplacer leur consommation dans le temps. Ici, il y a un terme un peu nébuleux, mais ça veut dire les gens, monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est les agents économiques, à déplacer leur consommation dans le temps en réponse à une variation des taux d'intérêt, naturellement à la hausse. Elle répond à la question: à quel point suis-je prêt à consommer moins aujourd'hui pour consommer plus demain? Ça sous-entend quand les taux d'intérêt seront plus favorables. Donc, définition. L'ES mesure la sensibilité du ratio de consommation future sur la consommation présente à une variation des taux d'intérêt réels. Il y a une formule simplifiée, je dois vous dire, c'est plus compliqué que ça le concept, mais ça, la formule finalement, c'est simplement ce qu'elle dit, le résumé finalement. C'est la sensibilité du ratio consommation future sur la consommation présente à une variation des taux d'intérêt réels. Naturellement, ceux qui sont intéressés aux formules mathématiques, vous les trouvez tous sur Internet. Et puis voilà. Interprétation économique. La valeur typique, un ESI qui est élevé, c'est-à-dire supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a une forte capacité d'arbitrage intertemporel, pardon. Et les ménages réagissent fortement au taux d'intérêt, c'est-à-dire ils ne consomment pas parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Ceci quand le ESI mathématiquement est supérieur à 1. Le petit C, la flèche, là, ça veut dire supérieur. Euh, Encore, il faut dire, si le ESI est faible, c'est-à-dire inférieur à 1, la consommation est rigide dans le sens que les habitudes, les contraintes de liquidité, les préférences fortes pour le présent. C'est-à-dire les gens ne ça change pas grand-chose si le ESI est faible, inférieur à 1. Mais si les taux d'intérêt deviennent à la hausse plus importants, ben là, ça fait une réaction. Donc, finalement, ce ESI, qui s'appelle aussi sigma, est, c'est finalement un sujet important. Qui s'intéresse à ça? Ben, essentiellement les économistes et naturellement les gouvernements devraient s'intéresser à ça. Ils le font. Donc, hypothèse, consommation actuelle, 50 000 dollars. Taux d'intérêt réel passe de 2 à 4 et le ESI, il nous dit dans ce cas ici, c'est 0,5, il est faible. Donc, le résultat, la consommation future augmente faiblement, les ménages préfèrent lisser leur consommation, et il dit qu'avec un ESI à 2, par contre, plus élevé, la réaction serait beaucoup plus forte. Finalement, le ESI, c'est finalement cette aversion, finalement, à consommer quand les taux d'intérêt sont élevés.
Les implications macroéconomiques de ça, c'est la politique, il y a la politique monétaire, c'est-à-dire le SI élevé, ça veut dire politique monétaire très efficace, le SI faible, transmission plus lente. La croissance, le SI influence donc les épargnes, naturellement, l'accumulation du capital et la trajectoire, si vous voulez, du consommateur. Les applications financières, c'est finalement, c'est quoi au juste là-bas? C'est basé sur des modèles de prix des actifs par un monsieur Lucas qui a pensé à ça il y a une trentaine d'années, sinon plus. Voilà. Et c'est le concept de CAPM. C, c'est pour consommation. Et CAPM, c'est une théorie c'est comment dire, quand on crée un portefeuille de titres boursiers, et finalement, on suit des théories qui s'appellent, ou la théorie qui s'appelle CAPM, basée sur le bêta et tout ça. Là, on ne va pas rentrer dans les détails, tout ça, parce que c'est vraiment un peu complexe en général, mais vous n'avez qu'à aller sur Internet et puis vous demandez Lucas ou vous demandez le CAPM et il va tout vous expliquer. Naturellement, c'est basé sur le taux sans risque, c'est-à-dire les bons du trésor, est basé sur la prime de risque, c'est-à-dire si moi j'investis en actions, c'est plus risqué qu'investir en bons du trésor, mais étant plus risqué, j'ai une prime pour ce risque-là, je gagne plus. Donc il y a une allocation intertemporelle des portefeuilles dans ce sens-là, c'est-à-dire ça dépend, parce que il vous dit plus bas, il vous dit ici, une ESI trop faible pose des problèmes empiriques. Le Equity Premium Puzzle, c'est quoi au juste ça? Ça, c'est, encore une fois, allez sur Internet si vous voulez, vous le trouvez en détail, en plusieurs langues. Ça veut dire, c'est parce que le puzzle, c'est la chose suivante. Si on investit en bons du trésor, il n'y a pas de risque. Enfin, les bons du trésor de qualité d'un pays. Il n'y a pas de risque. Tandis que si j'achète des actions, j'ai du risque. Euh, les gens devraient, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Les gens achètent des actions, ils prennent le risque. Finalement, ils ne sont pas averses au risque. Parce que s'ils étaient averses au risque, ils prendraient juste des bons du trésor. Mais les bons du trésor ne rapportent pas beaucoup. Donc, ils vont acheter des actions. Ça s'appelle le puzzle. C'est dans le sens que le comportement de l'investisseur est absurde. Dans le sens, il devrait garder la sécurité avant tout. Tandis que non, il se lance dans les actions où le risque est beaucoup plus grand, mettons 6 fois plus grand que les obligations, et puis que les bons du trésor et tout ça. Et donc, ça, c'est toute une théorie, si vous voulez, ça vous intéresse, la fouiller comme théorie, ça existe depuis, moi je dis à peu près une cinquantaine d'années, ce puzzle, c'est-à-dire cette incapacité de comprendre comment les gens finalement, qui sont averses au risque. En réalité, ils prennent des risques par rapport aux bons du trésor qui sont sécuritaires. Il n'y a pas de risque. Donc, à retenir. Le ESI mesure la flexibilité intertemporelle de la consommation. Elle dépend des préférences, aversion au risque. Elle est centrale en macroéconomie, c'est-à-dire l'économie en général, des taux d'intérêt, de la politique monétaire, etc., finance et politique monétaire. Quelle est la vraie valeur de l'ESI? Bon. Donc, dans le cas de la microéconomie, l'ESI est faible. Il varie entre 0,1 et 0,5 environ. C'est-à-dire que dans la macro-finance, c'est-à-dire celle des taux d'intérêt et tout ça, l'ESI plus élevé on requiert un ESI plus élevé. Il y a une tension entre la théorie et les données observées. Ça, c'est un peu nébuleux comme concept. Mais je dois vous dire, le sujet est vraiment pas compliqué, c'est clair. Le raisonnement pur et simple, c'est que finalement, si les taux d'intérêt montent, est-ce que je consomme moins et j'attends de consommer plus tard, finalement, quand les taux d'intérêt deviennent plus acceptables ou quand mon salaire, ou je sais pas, devient plus grand et compense l'augmentation des taux d'intérêt? C'est ça la question au fond. Au fond, c'est simple, c'est la simple logique. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Ben, je vous souhaite une très belle journée et une très bonne Saint-Valentin, comme on dit.